Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musae. Bienvenue sur Musae Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce au regard croisé de psychologues, d'universitaires, de sportives, d'artistes, d'associations. Musae Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale, car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode de Musae Stories Adrienne Fréjac, qui travaille donc chez Arte côté édition pour la nouvelle série saison 2 de En Thérapie qui vient de sortir. L'année dernière, donc, En Thérapie a été un gros succès pour la saison 1. On a toutes et tous hâte de voir et de découvrir. Moi, pour ma part, j'ai déjà commencé de voir la saison 2. C'est quand même étonnant, en fait, qu'une série française de 35 épisodes qui, en fait, met à l'honneur l'intimité de ce qui se passe, en fait, dans une séance de psychanalyse ait un succès aussi retentissant. On va en parler aujourd'hui. Mais alors, tout d'abord, bienvenue Adrienne. Je suis très heureuse de vous recevoir. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis très flattée de pouvoir vous parler aujourd'hui. Comment vous allez ? Très bien, très bien. Bien, tout est très intense. On est dans l'observation au sein de la maison du succès objectif de cette saison 2. Donc, je pense que c'est effectivement le bon moment pour pouvoir partager nos commentaires avec vous. Alors, avant qu'on rentre justement dans l'analyse un petit peu de la série, voilà, quel est votre rôle en fait chez Arte et dans le cadre en fait de la saison 2 d'En Thérapie ? Alors, j'ai moi déployé un rôle extrêmement simple qui est celui de chef de projet pour l'antenne. Donc, très rapidement, il y a une unité de fiction, un département fiction au sein de Arte qui est destinataire de toutes les sollicitations des producteurs, sollicitations dans lesquelles on fait un choix circonstancié sur des projets extrêmement divers, et la proposition d'adaptation de ce format original, comme vous l'avez mentionné, de Ragaï Lévy, Betty Pool, a été proposé à un moment où ça n'était pas la première fois que des producteurs nous sollicitaient à ce sujet. Mais ça a rencontré d'autres préoccupations dont je vais vous parler dans une minute, et qui ont permis à l'idée même d'une adaptation de voir le jour. D'abord parce qu'elle était portée par Éric Toledano et Olivier Nakache, et que c'était pour nous la garantie à la fois d'un niveau de cinéphilie et de sériphilie, même si c'était leur première série, et surtout de rapport à l'audience et d'un désir de bienveillance à l'audience qui nous semblait être complètement congruent par rapport au contenu même de la thérapie. À l'intérieur de cette unité fiction, moi je suis donc chargée de programme / chargée de projet. Et donc, du coup, j'ai le rôle délicieusement passionnant, mais relatif, d'accueillir et de lire au temps T où les chefs d'orchestre que sont Toledano et Nakache auront décidé de nous le soumettre à la fiction, les textes sur lesquels le travail consiste à une lecture extrêmement attentive et une maïeutique, un art de la bonne question, ne jamais se substituer au scénariste, là en l'occurrence à
Clémence Madeleine Perdria et l'ensemble de son équipe. Ne pas se substituer, mais orienter, questionner. Et très souvent, le constat, c'est que dans ce travail d'accompagnement, qui est un travail d'éditeur, c'est-à-dire que c'est vraiment, on fait, on est là pour conserver un peu de distance par rapport au processus de créatif et être garant aussi de l'espèce de cohérence générale. Et en l'occurrence, j'ai pas eu besoin de l'exercer dans ce projet-là parce que l'ensemble de l'écriture était extrêmement maîtrisé, mais sur d'autres projets, je peux avoir à aussi m'assurer que les valeurs que cette chaîne publique franco-allemande à dimension européenne porte se manifestent dans les scénarios qu'on déploie avec les producteurs. Bien sûr. Et justement, quelles ont été les motivations d'Arte en fait de mettre en lumière ce type de sujet et cette série? Parce que c'est vrai que là maintenant on parle beaucoup de santé mentale, notamment avec les 2 dernières années qu'on a vécues, mais la première saison, pour le coup, on en parlait encore peu. C'était quand même juste avant le Covid. Voilà, quelles ont été les motivations en fait pour montrer quelque chose qui est encore une fois de l'ordre de l'intimité d'une séance de psychanalyse? Quels ont été les choix derrière? Alors, il y a plein de constats. D'abord, il y a le constat que la question des process thérapeutiques, qu'ils soient collectifs ou qu'ils soient en face à face, ont déjà commencé à imprégner le monde des séries depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que dans Six Feet Under, il y avait déjà des choses qui n'empruntaient que très peu à la doxa psychanalytique, mais qui néanmoins venait faire respirer les personnages de ce côté-là. Après, il y a eu la fameuse confrontation entre Tony Soprano et sa psy, qui a, je pense, marqué les esprits. Mais dans ces propositions, la question de la psychanalyse était toujours une brique dans le récit. Effectivement, il y a 17-18 ans maintenant, quand Ragaï Lévy déploie cette idée d'une dramaturgie qui est complètement dédiée à la question de la cure, à la question de la séance, il le fait en construisant toute la dramaturgie autour de ce principe, et c'est là son originalité définitive et profonde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue dramatique, la structure, elle est liée à la séance, mais pas simplement. La granularité du dispositif, c'est la séance avec une unité de temps, de lieu, et une dramaturgie de face à face, de champ contre champ, qui avec toute la complexité d'arriver à rendre cet exercice dramatiquement intéressant. Mais ça n'est pas simplement cette séance, c'est aussi la semaine. C'est-à-dire qu'il y a la séance avec un personnage, 4 patients, et 5e épisode, la confrontation et la révision de ce qui s'est déployé avec chaque patient entre l'analyste et son analyste référent, son contrôleur. Donc c'est à la fois dans la force de ce qu'il a mis sur pied, c'est la force de sa dramaturgie, c'était effectivement de tout construire sur la séance, mais de tout construire sur la semaine aussi. Oui. Et ça a d'ailleurs été une problématique pour Arte, parce que initialement, il y a 17 ans, et la manière dont beaucoup des chaînes qui ont décidé de déployer et d'adapter cette série, il y a eu quasiment beaucoup plus de 10, il y en a eu, je sais pas, au moins 15 ou 16, je n'ai pas refait le compte, mais il y a théoriquement les chaînes diffusaient un épisode par jour. Ok. Ouais. Sur les 5 jours de la semaine. Or, nous, on n'était pas en situation de pouvoir trouver de la place dans notre grille de diffusion. Donc, à bien des égards, une des difficultés magnifiquement gérées par la direction de cette maison a été de faire confiance dans la force du dispositif pour se dire qu'on pouvait diffuser par semaine
les 5 épisodes dans notre case du jeudi soir, qui d'ailleurs à l'heure où on fait ce podcast aura encore lieu pendant 2 jeudis de suite au mois de mai. Et donc du coup on est dans une configuration où on peut déployer à la fois la séance et la semaine. C'est très important de comprendre cette mécanique dans la mesure où elle a, à bien des égards, structuré l'originalité de l'exercice que Raga et Lévy apportaient. Et justement, par rapport à la saison 2, quelles sont les spécificités qu'est-ce qui diffère par rapport à la saison 1 ? Alors, je pense que la saison 1, elle a été portée par quelque chose de très simple. Ouais. Un désir extrêmement fort de travailler avec Éric Toledano et Olivier Nakache. Une proposition qui a été portée par des formidables productrices que sont Yael Fogiel et Laetitia Gonzalez, de venir avec eux proposer cette adaptation. Et alors après, la surprise, c'est que c'est déployé la diffusion de la saison 1 en plein confinement, c'est-à-dire au moment où on rencontrait une autre profonde anormalité qui devenait normalité. Donc du coup, il y a eu un peu quelque chose qui s'est joué de la capacité du public à recevoir une parole pleine, alors qu'ils étaient à la fois doublement impactés par la réminiscence 5 ans après plus de 5 ans, 5 ans après des attentats qui avaient ensanglanté la France et après le moment très particulier de repli sur soi et d'interrogation qui touchait chacun dans son intimité et dans le collectif. Donc il y a eu un peu pas un concours de circonstances, mais quelque chose qui s'est joué quand même de cet ordre-là et qui a donc nourri le souhait de s'en emparer, mais de l'aveu même de Éric Toledano et Olivier Nakache. Et je vous rends le micro. Non, mais je voulais juste effectivement rebondir sur ce que vous venez de dire. Il y a aussi le fait que l'isolement social aussi imposé pendant les différents confinements ou couvre-feu ou restrictions, quelles qu'elles soient, parce que effectivement le premier confinement a été très violent, mais finalement ça a duré dans le temps un petit peu en filigrane. Il y a aussi une prise de conscience, un coup de projecteur aussi, je pense, sur ce sujet qui est la psychanalyse, qui est la santé mentale au sens large. Et moi, je me posais la question justement par rapport à la saison 1 et à la saison 2, finalement. Est-ce que, voilà, en thérapie, c'est pas aussi une occasion d'une psychanalyse un peu collective? Et pour reprendre les mots de Olivier Nakache, il a cité dans une interview, il n'y a pas une émission où l'on n'entend pas un psy qui explique que les gens vont avoir besoin d'être aidés. L'horizon recule de jour en jour. Nous sommes tellement poreux à tout ce qui se passe, ça pourrait tout à fait ressortir dans une autre saison. Mais voilà, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas non plus une thérapie collective qui est faite avec cette série ou avec les séries de manière générale? Alors, je serais toujours... Alors, d'abord, de ma place, qui est celle d'un chef de projet, du point de vue de l'antenne d'Arte. Et c'est vrai que le principe même du dispositif, il est là pour se saisir de moments de la psyché. Effectivement, ça parle de quelque chose de collectif. Est-ce que les sujets sont collectifs, la manière de les métaboliser est individuelle. Je pense qu'à bien des égards, c'est même ce que ces 2 saisons n'ont de cesse de déployer. C'est-à-dire que ce qui fait le trauma collectif vient rencontrer la configuration de la psyché d'un individu et fonctionner différemment pour chacun. C'est-à-dire dans la première saison, ce qui se joue pour Abel Chiban, qui est au cœur de la violence du dispositif, vient rencontrer quelque chose qui lui est très 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 spécifique. Et
et que sa mémoire avait recouvert. D'autres personnages vont se retrouver confrontés dans la saison 2 voilà, à des questions de désir, des questions de désir et d'absence de désir, de solitude, c'est-à-dire que le trauma est collectif, mais je pense que la psyché est celle du sujet avec toutes ses différences. Donc c'est cette espèce de tension qui d'ailleurs crée la dramaturgie. Parce que je pense qu'à bien des égards, la tension des spectateurs est aussi mise en mouvement par la multiplicité des personnages qui font qu'il y a attachement spécifique à quelqu'un qui vous renvoie à votre parcours personnel. Complètement. En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça, effectivement, que ça a fonctionné sur la saison 1 et sur la saison 2. Donc du coup, il y a je dirais que ça n'est pas forcément une. Enfin, je pense qu'il faut rester humble. C'est un magnifique objet de télévision, construit, élaboré, filmé, réalisé par des gens qui ont des rapports à la psychanalyse qui à des degrés divers. Et c'est très bien comme ça parce qu'à bien des égards, nous ne sommes pas là pour faire une cure psychanalytique à qui que ce soit, mais nous sommes garants d'une densité dramatique. Et si, rétrospectivement, on peut tirer un certain nombre de conclusions sur la fonction que cette série aura pu avoir auprès d'un certain nombre d'interlocuteurs, c'est à eux de s'en emparer. C'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir... Pour nous, ça a été une surprise en termes d'antenne, de comprendre dans la presse, dans le fait qu'il y a eu un certain nombre de prises de parole par des analystes, par des thérapeutes extrêmement divers, et de voir qu'ils s'y étaient intéressés aussi, mais ils s'y sont intéressés autant avec une casquette de sériphiles potentiels que de professionnels. Que de professionnels. Les deux, sans jamais confondre, sauf quelques exceptions, sans jamais confondre la question très concrète de la cure avec l'exercice audiovisuel qui était déployé. Effectivement, ont été dit après la saison 2, on ne parle pas suffisamment de sous. Alors ça c'est les retours de la part des professionnels. C'était un constat à la fois des professionnels et des publics et du public parfois. On parle après le temps déployé est une contraction. Alors effectivement, il y a eu un certain nombre d'analystes qui ont manifesté, qui se sont exprimés dans la presse à ce sujet, qu'ils avaient un retour de la part de leurs analysants, enfin de leurs patients, qui disaient mais c'est beaucoup Dayan est beaucoup plus efficace ou Dayan est beaucoup plus donc effectivement, le temps est un temps de dramaturgie. Et puis, ça n'a pas vocation non plus à... Si l'impact, c'est d'ouvrir le jeu sur 2 points pour moi, c'est de poser le possible. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un travail qui est possible et qui est possible pour des gens qui n'y avaient pas pensé avant. C'est-à-dire poser la question de l'hypothèse d'un travail thérapeutique. J'utilise à dessein le mot thérapeutique de manière à pas rentrer dans quelque chose que je ne maîtrise pas sur les différentes notions analyse psychanalyste, analysant analyser, etc. Donc je reste en toute simplicité sur la question de la thérapie. D'ailleurs ça s'appelle en thérapie et pas en analyse. Donc, on a assumé cette partie-là. Et je pense que si ça a ouvert le jeu pour qu'il y ait des gens qui viennent, ça serait important. Et alors, me faisait remarquer quelqu'un de mon entourage qui me pointait aussi que... et ça avait été déjà mentionné
par des analystes dans la presse qui a suivi la saison 1, il y avait aussi le fait que ça interrogera aussi le choix du thérapeute ou de l'analyste. Puisque la question du choix, pour quelqu'un qui est un primo-analysant, qui désire entrer dans une démarche analytique, et d'ailleurs c'est porté par le personnage de Suzanne Lindon, de Lydia, Oui. qui trébuche dans un premier temps dans son choix de l'analyste. Pour moi, ça c'est très important. C'est-à-dire, ça ouvre le principe même qu'on peut aller déployer une parole. Et qui doit-on choisir ? Et si on prend, et sans divulgacher pour ceux qui n'auraient pas encore découvert la série au moment où ils nous écouteront, il y a effectivement dans le premier épisode dédié au personnage de Lydia, interprété par Suzanne Lindon, il y a cette question du fait qu'elle vient solliciter Philippe Dayan, et elle lui dit j'ai battu en retraite puisque j'ai rencontré quelqu'un qui me semblait pas en situation de pouvoir me convaincre. Oui, sa précédente expérience avec un ou une thérapeute n'était pas concluante. Et comment est-ce que vous l'avez... Alors, je vais dans l'autre sens. Comment est-ce que vous l'avez entendu, vous, est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez beaucoup justement sur le terrain sur lequel vous êtes au sein de votre média ? Alors, moi, ça a fait particulièrement écho parce que c'est souvent un des premiers leviers dont on me parle. Effectivement, quand on parle de santé mentale, on me dit « Ah non, mais alors moi, j'ai une première expérience avec une ou un psychothérapeute, psychanalyste, enfin peu importe, qui a été vraiment désastreuse. Ça n'a servi à rien, plus jamais j'y retournerai. » Donc en fait, c'est vraiment l'un des premiers leviers, l'un des premiers freins finalement à lever. Et en fait, c'est comme toute relation, parce que c'est quand même une relation intime qui se lie. Voilà, et effectivement, il y a des choses qui sortent de l'ordre un peu de l'irrationnel, effectivement, de comment on sent aussi la personne, est-ce qu'on est à l'aise, pas à l'aise. Et en fait, c'est un peu comme dans une relation amoureuse, finalement, une relation affective. Il y a quelque chose, effectivement, de l'ordre un petit peu de l'émotionnel dans le choix. Mais c'est vrai que très souvent, on me dit moi, j'ai vraiment une première expérience horrible, du coup, plus jamais. Donc du coup, ça a été posé. Alors c'est intéressant parce que c'est justement pour reprendre, si on reste sur ce terrain-là, de l'impact de la série sur cette partie-là. Ouais. Il y a, dans la saison 1, on a le rapport de Céleste Brunkel qui joue Camille, qui est cette toute jeune nageuse dont on va découvrir que les rapports avec la triangulaire parentale et elle et son coach sont dignes de déploiement d'une vraie profondeur, et elle vient avec un désir très court terme, c'est-à-dire qu'elle vient avec elle vient pour un service. Ouais. Son service, c'est signer un papier d'assurance. Exactement la même chose que le personnage d'Alain, interprété magnifiquement par Jacques Weber. Il vient avec une appréhension de la position du psy qui est de l'ordre du service. Dites-moi, vous êtes sympa, vous allez m'écrire mes tweets. C'est absolument génial. Ouais. Et d'ailleurs, ça fait partie, puisque je sais que ça faisait partie aussi de vos interrogations, de la portée de l'adaptation par rapport à il y a 15 ans. C'est-à-dire qu'on a posé la question des réseaux sociaux et de la question de la circulation des informations, y compris sur le sujet, sur un sujet en lui-même. Donc du coup, ils viennent avec un désir d'immédiateté, de résultat, et ils sont confrontés au temps long. Et par ailleurs, d'autres des personnages viennent avec chacun un désir qui est plus ou moins ciselé. C'est-à-dire que, prenons la saison 2, Elie Haïdara, qui interprète Inès magnifiquement aussi, combine le hasard d'une rencontre avec son ancien analyste qui était
qui faisait partie voilà, de son passé. Alors là aussi, on essaie de pas trop spoiler, pas trop divulgacher, mais elle est mise en mouvement par la combinaison d'une rencontre fortuite et de ce qui vient de se jouer pour elle dans la solitude du confinement. Et elle est mise en mouvement là. Alors c'est une décision qui lui appartient. Après, les autres personnages, Alyosha Delmotte qui joue Robin, lui, il est contraint forcé par ses parents, qui sont en train de déléguer une parole qui leur appartient à un tiers, ce que Philippe Dayan ne va pas manquer de leur faire remarquer très précisément. Ses parents, Clémence Poésy et Pio Marmaille. Et du coup, donc lui, il est contraint. Notre Lydia, Suzanne Lindon, elle vient parce qu'elle a eu une mauvaise expérience. Donc la question du premier pas, je trouve que à minima, est-ce qu'on a fait œuvre de psychanalyse collective? Je ne saurais le dire et je n'aurais pas du tout la prétention de pouvoir répondre de manière intéressante à ça. En revanche, je pense on a permis à un certain nombre de gens de s'interroger sur cette première démarche. Et ça, je pense qu'à bien des égards, ça ouvre un champ. Même si plein d'analystes vont être perturbés à l'idée même de la représentation et seront fort critiques sur des points précis qui empruntent plus à la densité et à la dramaturgie que à la doxa, ou en tout cas à la nature même du travail psychanalytique. Effectivement, c'est un peu le même travail aussi que font les médias par rapport à tout ce qui est des sujets d'éducation, de démocratisation, de rendre accessible quelque chose qui ne l'était pas ou qui était tabou, comme la santé mentale. Effectivement, c'est toujours un peu le risque qu'on vous dise la technicité n'était vraiment pas tout à fait représentative de ce que peut être la réalité du quotidien du travail d'un psychanalyste ou d'une psychanalyste. Justement, et du côté plus du grand public, de l'audience, au-delà du prix, des consultations, quels ont été les retours qu'on a pu vous faire, je sais pas, sur les réseaux sociaux? Les réseaux, alors on a une super équipe qui gère les réseaux sociaux au sein de Arte France, et ça c'est absolument formidable. Et ils ont, enfin il y a beaucoup de féminins, donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire elles ont beaucoup travaillé à justement ça, c'est des choses qu'on a partagées, c'est-à-dire qu'à trouver des verbatims spécifiques à chacun des personnages, essayer justement de créer de l'ordre du lien, en tout cas de créer des petites... des investissements des internautes en miroir avec des problématiques spécifiques autour de chacun des personnages. Et du coup, il y a eu, du côté des réseaux sociaux, une réponse, mais absolument géniale. C'est-à-dire que, assez étonnamment, ce qui m'a le plus, en tant que chargée de projet pour Arte sur ce dispositif, ce qui m'a le plus fasciné, c'est que les gens, comme ils se retrouvent avec la tête de Dayan et la tête du personnage de l'épisode, vraiment avec des gros plans, donc le visage est scruté, les émotions, ils se sont mis à dessiner. Et il y a eu un concours de dessin de tronches des personnages. Génial. Et alors ça déploie et ça a été pour moi le truc le plus intéressant, c'est-à-dire que il y a eu vraiment, et puis c'est parti, je pense que quelqu'un a fait un dessin de Dayan et après c'est parti, ça a été, alors, on va voir si se redéploie la même mécanique pour la saison 2. J'espère que ça sera le cas, mais en tout cas il y a clairement là pour le coup cette capacité effectivement de se dire que au sein de cette galerie de personnages, il y a quelque chose qui met en mouvement un spectateur donné avec un personnage donné. On sait très bien qu'à bien des égards, il y a des gens qui vont ne voir
que un personnage. Du côté, par exemple, de la saison 1, on était je connais beaucoup de très jeunes filles qui n'ont suivi que le personnage de Charlotte, joué par Céleste Brunkel. Je connais plein... voilà. Là, dans la saison 2, à bien des égards, moi, une des choses qui m'a énormément plu, qui par ailleurs tirait sa légitimité du format original, mais a été magnifiquement sublimé par tous ceux qui ont travaillé à faire émerger les textes et les personnages et le casting, c'est d'avoir à la fois la vivacité mais d'un tout jeune homme comme le personnage de Robin. Pétri d'enfance et en même temps ayant été déjà très exposé à plein de problématiques, ayant une capacité d'avoir des fulgurances magnifiques qui ont été une des mécaniques qui a nourri vraiment son texte. Et d'arriver à convier quelqu'un de 70 ans, ou les plus jeunes probablement, je ne me souviens plus exactement des âges des uns, enfin, le protagoniste est censé avoir 70 ans, de Alain, donc de Jacques Weber, et qui vient conférer une vie passée à n'utiliser aucun outil introspectif et se retrouver enfermé dans une prison de certitude qui est démolie, quoi. Se croyant une citadelle inexpugnable, il se trouve à terre, allongé à terre, presque à terre, c'est-à-dire que on sent que la citadelle de son corps est en train de s'effondrer. Et je trouve que c'était intéressant dans cette saison de déployer une galerie d'âge qui était aussi grande, outre le fait que j'ai trouvé aussi très intéressant de pouvoir confronter deux hommes, l'un dans sa soixantaine et l'autre entre 60 et 70, que sont Frédéric Pierrot que sont Philippe Dayan et Alain. Parce qu'à bien des égards, ce personnage dont visiblement vous avez trouvé qu'il était intense et convaincant, vient déployer quelque chose aussi de l'ordre il se regarde de manière croisée, il nourrit ce qui se joue dans les épisodes de Weber, se ressent aussi, je trouve, dans le cheminement du personnage de Philippe Dayan. Parce que dans ce truc, on a des abscisses et des ordonnées en termes d'écriture. Oui. Hein. C'est-à-dire il y a les personnages, ouais. Et leur impact sur ce que Emmanuel Finkiel a écrit en reprenant une grosse partie de la mécanique d'écriture pour le personnage de Claire et de Philippe Dayan. Il y a des échos, en permanence. C'est-à-dire que le Jacques Weber, il est chahuté par ce shitstorm dont Philippe Dayan ignore tout. Ouais. Et il se retrouve, et Philippe Dayan, il est chahuté par le fait que ce procès va reconfigurer complètement la manière dont il est fait objet de son intimité. Et oui, et ça, effectivement, c'est très palpable. C'est très palpable à l'écran et dans l'émotion qui transparaît de cet épisode que j'ai vu hier soir, pour la petite histoire, effectivement, où même on a l'impression qu'ils sont au courant l'un l'autre, tellement ça peut faire écho, alors que non, pas forcément. Et oui, c'est vrai que Jacques Weber, c'est vraiment le colosse au pied d'argile, très clairement. Très clairement, et c'est très intéressant parce que c'est aussi un petit peu une figure de comment aussi la santé mentale et effectivement le travail introspectif, comme vous dites, a été perçu pendant très longtemps en France comme quelque chose d'un petit peu frivole, un petit peu inutile, d'un petit peu où la vulnérabilité n'avait pas à voix au chapitre parce que ça ne se fait pas, et ça en dit long aussi sur cet aspect-là. Dans l'intensité aussi de En thérapie, que ce soit la saison 1 ou la saison 2, c'est vrai qu'on se retrouve encore une fois dans l'intimité de la psychanalyse et que les gens, le public, l'audience a dessiné les émotions qui pouvaient transparaître sur les visages de Philippe Dayan et de ses patientes et de ses patients.
Qu'est-ce que ça veut dire en termes de production et en termes de tournage, en fait, d'être aussi focus, effectivement, sur les expressions, finalement, des visages des actrices et des acteurs? Après, il y a une grammaire, Mhm. chacun l'a interprétée. Et je pense que effectivement les réalisateurs l'ont interprété de manière différente. Et je pense que ça sera au spectateur de constater les différences de réalisation qui sont objectives et chacun s'est saisi de sa propre sensibilité pour créer des dynamiques un peu différentes. Et là, je pense que euh, alors là, pour le coup, il appartient aux spectateurs Ouais, de s'en faire l'écho. Je ne pourrais pas me substituer à eux pour ça. je comprends. Euh, Agaï Lévy, donc du coup le cinéaste, le réalisateur initial en fait de En Thérapie, enfin de Bi Taipoul en hébreu, qui veut dire la même chose. Hein. C'est Betty Pool, Absolument, absolument. Ouais. Betty Pool, dit que l'adaptation française est sa préférée. Alors, je Est-ce pense qu'on qu'il y a... sait pourquoi Alors d'abord, ou... on est content qu'il le Bah dise, oui. ça c'est une première chose, Bah on oui, va quand même complètement. pas bouder son plaisir. Et puis non, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait que l'Allemagne comme la France sont des pays de psychanalyse. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même des grands penseurs de la psychanalyse et des grands psychanalystes voilà. Donc, je pense qu'à bien des égards, euh, pour ne faire que le citer, très humblement, Ragaï Lévy, il a été absolument ravi du succès de son format qui s'est vu adapté partout. Hmm. Et en utilisant la dextérité et l'excellence de son concept, il y a eu quand même des pas de côté par rapport à la société américaine, Oui. y compris la nature même du travail thérapeutique. Mais il était, je pense, assez désireux que deux pays européens aussi importants dans l'histoire de la psychanalyse puissent s'emparer du concept. Or, il se trouve que Arte a une casquette franco-allemande. Alors, effectivement, ça se déploie dans une arène parfaitement française et dans une communauté de destin, là, pour le coup, qui est, pour la première saison, plus locale. Et pour la deuxième saison complètement mondiale. Donc du coup, il a, à bien des égards, il était, je pense, heureux déjà que une équipe se saisisse de cette mécanique. Je pense que il y a eu beaucoup de discussions sur la première saison et sur la deuxième, entre les équipes d'auteurs sur la première saison, les équipes d'auteurs qui sont Vincent Poimiro, David Elkaïm, Ouais. ont beaucoup discuté effectivement de la nature même de ce qui doit être porté. Et qu'est-ce que dit Ragaï Lévy dans son excellence et dans l'intelligence de son regard sur la fiction et sur l'outil de la fiction. Il dit prenez le dispositif justement de ces abscisses, de ces ordonnées, de cette granularité du dispositif sur une séance qui fait entre 20 et 30 minutes, mais aussi de la semaine, c'est-à-dire les 4 patients et l'épisode pas de récap, mais qui vient quand même revisiter tout ce qu'on a digéré. Prenez cette excellence-là, prenez la mécanique générale de chacun des personnages et créez votre propre capacité à vous saisir des morceaux de la psyché collective. Et ça a été le cas pour... on en parlait un peu plus avant sur le personnage d'Abel Chiban. Ça a été le cas on a nourri de ce qui nous paraissait faire trauma collectivement, et on a nourri cette mécanique-là, et aussi on a pris le temps T où on déployait l'histoire, c'est-à-dire que il n'y a pas d'histoire de réseaux sociaux, c'est-à-dire que dans le format initial de Ragaï Lévy, c'est-à-dire que non. La petite Charlotte dans la saison 1 ne va pas raconter
à son psy qu'elle a suivi sur Insta les conneries que fait sa fille Ouais. et qu'elle est plus au courant que lui Ouais. des conneries que fait sa fille dans son dos. Bon. Où il n'y a pas le fait que lui est incapable de... En plus, Philippe Dayan est à bien des égards quelqu'un qui est assez récalcitrant sur la question des réseaux sociaux, puisqu'on le voit dans la saison 2, je spoil un petit peu, mais se faire coaché par sa fille pour comprendre comment on ouvre un site, comment on ouvre un compte Facebook. Donc, à ce stade de l'histoire, on voit qu'il n'est pas exactement à la pointe de la mécanique. Et par ailleurs, il n'est incapable de stalker ses patients et il ne le fait jamais parce qu'à bien des égards, ça n'est pas ce qui est montré dans les réseaux sociaux qui est à l'encontre du travail psychanalytique, puis c'est ce qu'on montre et donc ce qu'on ne veut pas montrer. À la limite, c'est la phrase de Esther, la psychanalyse. On vient voir un psychanalyste pour poser un certain nombre de questions, pour se poser un certain nombre de questions. Et il y a ce qu'on veut dire, ce qu'on ne veut pas dire et ce qu'on ne veut surtout pas dire. Et oui, je me souviens de cette phrase de Carole Bouquet. Donc du coup, à bien des égards, ce que les réseaux sociaux viennent raconter, c'est ce qu'on veut dire, c'est qui est donc le contraire de ce qu'on ne veut surtout pas dire, ou alors, en tout cas, il n'est pas là dans sa mécanique. Donc à bien des égards, on a quand même pris... voilà, l'intelligence de Haggai Lévy et je pense, pour revenir à votre question, dont je me suis un peu éloignée, pardon. Pas de souci. Pourquoi il considère que la version française de son travail l'a beaucoup intéressé, c'est parce que je pense qu'à bien des égards, elle se déploie aussi à un temps T où il y a eu 2 périodes de trauma très spécifiques. Un local au sens européen du terme et un mondial, et qu'avoir fait usage de ce dispositif à ce moment-là a permis de nourrir la série de choses qui n'avaient pas eu lieu avant. Enfin, donc il y a un pas de côté et une liberté. C'est-à-dire qu'il y a une fidélité au dispositif et un ajout de chair qui, je pense, a trouvé son équilibre et l'a particulièrement touché. Je pense qu'il l'a manifesté en toute simplicité. Et c'était très agréable pour tous ceux qui ont porté cette série. Et c'est très agréable aussi pour toutes celles et tous ceux qui la regardent. Pour conclure, il y a aussi quelque chose que je trouve intéressant dans cette série, c'est que quand on la regarde aussi, on vit un peu chaque épisode, en tout cas moi je le vis de cette manière-là, un peu comme attention, mot à la mode, safe space, effectivement vraiment une soupape de décompression dans une actualité qui est quand même très très bruyante, qui n'est pas toujours très facile à vivre. Et en tout cas, moi, le ressenti que j'ai à titre personnel quand je regarde en thérapie, c'est effectivement cette notion de soupape. Et franchement, ça fait du bien. Bah écoutez, c'est formidable. Je pense qu'à bien des égards, effectivement, la question, le directeur de la fiction et la direction de la maison Arte, d'un point de vue éditorial, mentionnait beaucoup la question de la parole pleine. Et effectivement, c'est le temps long, même si d'un point de vue dramaturgique, le temps de la cure est compressé, parce que c'était absolument nécessaire. Et c'est le fait de déployer une parole pleine, de laisser sa place au silence et qui effectivement était le pari dramaturgique. C'est-à-dire on est les premiers au sein de la maison Arte à faire le constat rétrospectif du fait qu'il y avait que c'était le bon moment. Mais oui. C'est-à-dire je pense qu'il y a un momentum aussi dans l'exercice. C'est-à-dire revenir suffisamment longtemps après sur la question des attentats
à un moment où de toute façon chacun est confronté à l'étrangeté de la période du confinement. Et donc il y a eu comme ça à la fois oui, un truc de parole pleine et une rencontre entre une initiative et le moment où elle pouvait le plus résonner dans la société française. Donc ça, et en Allemagne aussi. Alors après, c'est trop drôle parce que il y a il y a eu beaucoup de presse, surtout pour la saison 1, et tous les journaux disent la France est sur le divan, la France est sur le divan. J'espère qu'elle s'y endort pas trop d'ailleurs. Beauté dimanche. Oui, c'est vrai que ça sera déjà passé. Mon Dieu, j'avais oublié. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est pas grave. Mais oui, mais votez dimanche quand même. Merci beaucoup en tout cas, Adrienne. C'était un plaisir. Eh ben écoutez, merci infiniment de m'avoir reçu. Et donc voilà, vous pouvez retrouver cet épisode effectivement donc sur le site de Musae, www.musae-tomorrow.com, sur le compte Instagram @musaetomorrow. Et puis on souhaite une belle prolongation et une belle suite du coup à En Thérapie saison 2 qu'on vous invite à regarder sur Arte. Merci infiniment. Même chose pour ce podcast et vos podcasts en général. Merci beaucoup. Bonne journée. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite.